Chers petits observateurs, cette vidéo est sponsorisée par les centres de lavage Wash. Nous les remercions et vous pouvez télécharger l'application en cliquant sur le lien en description. On vous en dira un peu plus dans la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture qui a eu un très gros succès à l'époque. Elle a été voiture de l'année en 1981 et surtout elle s'est vendue dans le monde entier, même aux États-Unis. Et aujourd'hui, on l'a complètement oubliée, il faut être honnête. Donc quand j'ai croisé Maxime qui m'a dit « Je roule en Renault 9 TSE, excusez du peu, et j'adore cette voiture », je me suis dit « Il faut qu'il vienne nous la présenter ». Salut Maxime. Bonjour Renaud. Tu vas bien? Ravi d'être là. Tu te rends compte que tu es... Il n'y en a presque plus, tu es monsieur Renault 9 à jamais. J'espère pouvoir la réhabiliter surtout. Parce que tu l'aimes, hein? Je l'aime beaucoup, ça fait maintenant presque 9 ans que je l'ai, effectivement. Et c'est pas un caprice. C'est pas un caprice, c'est une voiture que je visais pas forcément, mais je voulais à l'époque, j'avais 21, 22 ans, déjà passé une voiture ancienne, commencer à collectionner au moins une voiture et avec l'idée d'avoir quelque chose que le voisin n'a pas, que le rassemblement local n'a pas. Et finalement, les hasards des annonces, ça fait que je suis tombé sur cette voiture-là. On va en reparler. Alors, il y a une tradition qui est toujours la même, mais auquel je tiens beaucoup. C'est quoi le petit détail qui t'enchante dans ta voiture, dans ta Renault 9, alors, quand tu la démarres? Je ne sais pas si ça m'enchante, mais il y a deux détails qui me paraissent intéressants. Alors, on va dire un vrai détail design à l'intérieur et un détail plutôt, on va dire, symbolique à l'extérieur. Alors commençons par l'extérieur. Commençons par l'extérieur. Alors je ne sais pas si ça va rendre beaucoup à l'image, bon la voiture n'est pas très propre, mais si tu vois ici, tu as une différence de teinte. Est-ce que tu arrives à zoomer dessus? Ça, c'est pas de série, ça. C'est pas de série, René. C'est pas de série parce que c'est une voiture qui a été sauvée de la casse. Ouais. À l'époque, je pense que ça a dû une succession, la voiture ne devait pas intéresser la famille. Elle est arrivée chez un casseur à Nice qui a dû se dire cette voiture est trop propre, elle avait 29 000 km à l'époque, je ne vais pas la mettre au broyeur, je vais la faire immatriculer à mon nom, pas à mon nom de ma société casseur, mais à mon nom personnel, et je vais essayer de la retaper et éventuellement de la remettre en route. Il n'a pas forcément eu le temps, mais ça, c'est l'autocollant de la casse à l'époque qui permet de dire cette voiture a été sauvée de la compression de César. Mais tu es en train de dire qu'elle a été sauvée 2 fois par le casseur, donc s'il nous entend, monsieur le casseur à Nice, et par toi, parce que... Et par le propriétaire qui l'a acheté entre le casseur et moi. Moi, je suis arrivé qu'en second temps, mais effectivement, c'est un petit témoin c'est la première fois sauvetage. C'est la première fois, alors, je dirais un dragon. Et quand ça a été enlevé après des années, ça a laissé une marque, parce que le soleil niçois, évidemment, a laissé Maintenant, tu la freineras jamais, tu diras, regardez-moi la trace. Bien sûr. C'est ça, être bagnolard. On est d'accord. Alors, il paraît qu'il y a un détail à l'intérieur aussi. Le détail à l'intérieur, alors je pense pas que ce soit spécifique à ce modèle, mais je trouve que c'est assez emblématique du design, on va dire, industriel de l'époque. C'est sur le volant, tu as une section qui est parallèle à la route. Donc finalement, le logo regarde vers le ciel par rapport à toutes les voitures habituelles où finalement tu as le logo en face de toi et le volant qui est, on va dire, oblique ou perpendiculaire. Je trouve que c'est un détail qui est très années 80 et que je trouve marrant en la démarrant chaque matin. C'est la première fois qu'on nous... Et on pourrait presque dire que ça, c'est une route aussi. Ça pourrait presque être une route, effectivement. Tu as cette petite strie dont je ne connais pas l'utilité entre nous. Mais je trouve que c'est assez original. Je ne saurais pas dire si c'était spécifique au R9, R11 ou s'il y a eu d'autres Renault qui ont eu ces volants-là. Peut-être les 21, 25, qui me semblent des volants un peu plus hauts. Non, je crois que celui-là, c'était que sur les 9 et les 11. Je ne l'ai jamais vu ailleurs. Donc je trouve que c'est assez original d'avoir un volant avec une section parallèle à la route. Alors moi j'ai quand même une question qui me taraude parce que tu dis oui j'étais jeune, enfin t'as quel âge aujourd'hui? 31. Oui donc t'es quand même encore très jeune et il y a 10 ans tu voulais déjà une voiture des années 80. J'ai toujours... Elle est de 81, c'est une des premières, elle est de décembre 80, la R9 est sortie en septembre 80, fin septembre 80, ouais. Donc le temps qu'elle s'est matriculée, je pense qu'elle est dans vraiment les premières produites, l'été 81 sans doute. Et moi je suis passionné de voitures depuis tout gamin, mais voitures forcément quand tu as 5-6 ans, c'est toutes les voitures qui t'intéressent. Et le temps aidant, je me suis plutôt intéressé aux voitures anciennes, de toutes époques, et surtout à ce qui commençait à disparaître dans la rue, si tu veux. Donc des R9, j'en voyais encore, on va dire, quand j'avais une quinzaine d'années, début des années 2010, et passé, prime à la casse, etc. Finalement, tu t'es aperçu que c'est les premières voitures qui étaient jetées en masse. Et je me suis dit, c'est dommage, c'est des portions de patrimoine, c'est des voitures qui parlent aux gens, qui disparaissent sans qu'on en parle, parce que c'est pas une voiture qui a franchement une locomotive de gamme, parce qu'elle a été vide dans l'ombre de la R11.
Il y a eu quelques turbos, mais vendant extrêmement peu. On avait fait une vidéo sur la Renault 9 Effectivement, turbo il y a longtemps. il y a eu 4000 exemplaires, quelque chose comme ça. Mais elles ont vite disparu de la circulation alors qu'elles ont été produites à des millions d'exemplaires. Ça a été un succès. Ouais. Ça a été un très gros succès international, français, très vite au début. 82 notamment, et dès que la R11 est arrivée, qui est la voiture sœur, en 3-5 portes, alors que la R9 est en 2, le haillon Bull, cher à Robert Opron, qui était le patron du design Renault à l'époque, les ventes de R9 en France ont chuté très très vite, à tel point que finalement la phase 1 est restée plus courante que la phase 2, qui a vraiment été vendue en portion congrue en France. En revanche, sur les marchés étrangers, Europe du Sud, Amérique du Sud, on parlera de l'Amérique du Nord aussi, c'est vraiment la R9 qui a gardé, on va dire, la côte auprès des clients jusqu'à la fin de sa carrière. Alors, on va ressortir. J'adore, parce que là, on est tout de suite, il y a du niveau. Et on essaye, on a dit pour réhabiliter, donc on fait ce qu'on peut. Quand on parle de cette voiture, entre bagnolards, ce qui est souvent dit avec le temps, c'est qu'elle avait une ligne banale. Oui. Alors que moi j'ai lu, on reparlera du bouquin là, que j'ai retrouvé sur la Renault 9 et 11 de mon père, que je serais heureux de te remettre. Je t'en remercie. Mais c'est finalement, sa ligne à l'époque, on ne la critiquait pas parce que, et on en parlait toi et moi, finalement sa compacité, son habitabilité, vas-y développe, était assez forte. Viens voir. Il faut la replacer dans le contexte. Alors, elle succédait pas vraiment, mais on va dire qu'elle complétait la gamme de la R14 qui était sortie 5 ans plus tôt. La fameuse Poire, avec un design très moderne pour l'époque, en 5 portes, forme lisse, etc. Donc là, on revient à quelque chose de beaucoup plus carré, beaucoup plus traditionnel avec la malle arrière. Donc forcément, on peut se dire avec 40 ans de recul, elle est très banale, il n'y a rien de très particulier dans cette ligne 4 portes. C'est presque un enfant pourrait la dessiner, quoi. Voilà, c'est 3 volumes, quoi. Comme on dit des Volvo 240, ce genre de voiture, quoi. Finalement, quand tu penses que c'est une voiture qui fait 4 mètres 05, 06, donc le format d'une Clio actuelle, qu'il y a beaucoup d'habitabilité à l'intérieur, qu'il y a un coffre de taille raisonnable et que c'est quand même 4 portes qui me paraissent assez bien intégrées en termes de design. Donc je me dis que finalement, en 81, on pouvait dessiner une voiture qui était assez fine dans ses lignes. Et je pense que pour les designers, ça n'a pas été si simple que ça de faire rentrer cette carrosserie, cette habitabilité dans 4 mètres 5. Il me semble qu'à l'époque, tu prenais une Volkswagen Jetta à peu près comparable, tu étais déjà à 4 mètres 20. Donc tu vois, quand tu as 4 mètres 20, 4 mètres 5, même le designer, c'est déjà pas le même métier, quoi. Le rapport encombrement en taille était génial, je trouve que c'était plutôt, j'y connais rien, en termes de design, mais à mon avis, c'était plutôt réussi malgré tout. Donc, je citais ce livre, j'ai cité l'auteur quand même, Yann Lelay. Voilà, Yann Lelay, mais beaucoup écrit sur Renault. Ouais. Voilà, qui a beaucoup écrit sur Renault, mais l'un des coups de génie de la voiture, n'hésitez pas à essayer de le faire, mais c'est les fauteuils qui n'avaient que 2 rails et qui basculent. Tout à fait. Vous voyez, sur la Super 5, mais disons un mot aussi, parce que ça jouait beaucoup. À l'époque, c'était un atout, quoi. Alors, c'était un atout, puisque l'idée, c'était de dire, avec 2 rails centraux et non pas écartés sur les côtés du fauteuil, les passagers arrière peuvent avoir plus de place pour mettre leurs pieds, finalement, sous le siège avant. C'était une spécificité de la R9 lorsqu'elle a été lancée. La R11 l'a repris un peu plus tard. Et tu avais, je ne sais pas si on peut le faire en direct, mais oui, on peut normalement, basculer. Alors, on peut basculer. Parce que ça marche. Je ne te cache pas, je ne le fais pas souvent. Mais normalement, ici, hop, on va essayer. Alors, est-ce que c'est... Non, c'était la gauche. Donc là, tu peux faire une petite sieste à l'ombre du chalet. Avec une position, c'est presque un rocking chair et puis évidemment c'est du moelleux Renault des années 80. Donc on est plutôt, la signature, on l'avait fait avec une Super 5. Je me souviens, il y avait quelqu'un qui était venu nous voir, je le salue, et qui avait plein de Super 5. Après ils les ont enlevés pour des raisons de sécurité en cas de choc, je crois. C'est possible, j'avoue que j'ai pas la raison pour laquelle ça a disparu. Alors on va soulever le capot parce allons-y. Capot coquille d'ailleurs, tu vois. Oui, bravo coquillage. Alors on va pas sur les côtés. Mais nous avons la version haut de gamme, tu as là. Mais tout à fait, monsieur, tout à fait. C'est aussi une raison de l'achat. C'est la TSE. C'est la TSE qui était la version haut de gamme au lancement. Donc en 81, c'était la version la plus puissante avec 72 chevaux. Donc c'est 1400 cm3, un peu moins, je crois que c'est 1397. C'est le fameux moteur Cléon-Fonte que Renault a produit pendant 30 ans et même 40 ans si je compte les Dacia. Donc moteur extrêmement éprouvé, je crois qu'on a eu 25 millions, 27 millions sous différentes cylindrées, donc extrêmement connu. Qui à l'époque était déjà pas forcément très moderne. Autant la partie technique châssis était récente, était développée pour ce modèle, et d'ailleurs a servi bien plus tard jusqu'au Mégane 1 et Scénic 1. Autant le moteur était déjà très éprouvé,
Sauf erreur, on le trouvait déjà dans d'autres cylindrées sur les Renault 12 10 ans plus tôt. Donc ça, c'était vraiment une mécanique qui est On va connue. peut-être dire, on n'était pas sûr, mais là, il est en position transversale, ce qui permettait de gagner de la place. Et Tout à tu fait. disais, c'est peut-être la première fois qu'il y avait un Je transversal. crois que c'est la première Renault à moteur transversal, effectivement, ce qui peut-être a joué dans le dessin, l'habitabilité, contrairement et à la la 18, boîte par est exemple. accolée devant, là, on voit. Donc, Tout à fait. mais en fait, moi, c'est pour ça que je veux dire, c'est incroyable la place qu'on a. Quand tu vois aujourd'hui les moteurs, là, on voit le volume, quoi. Et effectivement, on voit que tout est récent. Hein, là, Oui, tout ça a été changé, mais ça a donné des 2 litres beaucoup plus puissants par la suite sur d'autres modèles. Donc effectivement, de cette base-là, Renault a pu sortir, et après je te parle même pas des préparateurs en course, etc., des moteurs beaucoup plus puissants. C'était une base de préparation, j'imagine, extrêmement facile à manier, quoi. Mais ça, je vois que de ce côté-là, bon, l'autre est un peu abîmé, mais tu avais les essuie-phares, qui étaient quand même le grand chic. Ça, c'était pour des versions Grand Nord, ou c'était, enfin, tu vois, c'était pas de série. Je pense ça. que c'était une option, mais disponible en France, à mon avis. Oui, oui. J'en ai déjà vu d'autres avec les essuie-phares, peut-être même de série. Ça m'étonnerait quand même, mais une option sur les hauts de gamme, c'est fort possible. J'adore. Comme les très sales, mais les fameux feux cibiers. Les gens plus jeunes, mais avoir les phares anti-brouillard, c'était signe de luxe. C'était la classe. Hein. C'était la classe. pas ça sur les TL. Voilà, ou les GTL, ouais. Exactement. Alors, il y avait un nombre de versions pas possible. La gamme est assez hallucinante pour s'y retrouver, c'était pas évident du tout. Je voulais qu'on jette un œil aussi sur le coffre, parce qu'au-delà de son volume et de son habitabilité, effectivement, c'était un critère majeur. Parce que c'était la voiture familiale, tu vois, de la petite famille française. Il fallait un grand coffre aussi. Et là, tu as plein de clés. Tu as encore les clés Renault de l'époque. J'ai encore les clés Renault de l'époque. Montre-moi, mais c'est ce que avec, j'ai. alors attends, pas sur toutes, mais rien que ça, tu vois. Et puis le petit hommage que j'ai trouvé, Renault Nice. Ah ouais, parce qu'elle vient de pour les Nice. Niçois qui nous écoutent, voilà. Ouais. Ça, d'avoir le béquet aussi, ça c'était... Pareil, alors sur les GTL, le milieu de gamme, il y avait déjà. Ça va plus vite, quoi. Tu gagnes 0,5 km/h en pointe. Voilà, attends que je me trompe pas de clé. Si tu me l'as fait aimer, cette voiture. Voilà. Alors là, on a un grand coffre. Alors tu le sais, la vidéo est sponsorisée par les centres de lavage Wash. Je vous invite à télécharger l'application qui vous permet de trouver le centre le plus proche. Il y a à la fois des rouleaux, de la haute pression, on peut laver ses tapis de sol. Et ils ont une gamme de produits que je suis heureux de t'offrir. Parce que tu as textile, vitre, plastique, cuir. Tu as 50 € de lavage. Il suffit que tu grattes, tu as les numéros, tu les mets sur l'appli. Merci beaucoup. Tu mettras tout ça dans ta petite pochette. Et puis, ce qu'on préfère, c'est une microfibre par carrosserie, plastique, vitre. Crois-moi que ça... J'en ferai bon usage. J'espère bien. Et je termine avec les souvenirs d'auto du commandant Châtel que je te remets. Aujourd'hui, c'est ta journée parce que tu as le bouquin la Renault 9 et 11 et les souvenirs d'auto. J'en suis ravi parce que je suis venu à POA il y a 2016-2017 par les souvenirs d'auto du commandant Châtel. Donc arrête, il va me demander des royalties, ça. Mais bon, voilà. Tu avais un truc génial, voilà, sur toutes les Renault de l'époque. Le petit bitonio rouge qui remonte. Voilà. Effectivement. Mais c'était pas le plip, c'est la clé. C'était pas le plip qui est arrivé sur la R11 83, je crois, donc un petit peu après, mais effectivement, c'est la clé. Sur celle-là, donc ça fait partie des éléments de série sur la TSE. Il y a la centralisation, qui là est en panne, mais elle fonctionnait un petit peu avant. Donc ça faisait effectivement vitre électrique, centralisation et montre. C'est déjà oui, monsieur, oui, monsieur. Non, 80. Voilà, il faut le redire. Contour. Contour aussi. Et puis les petits enjeux spécifiques également. Bon, pas très propres ici, mais. Ça, alors, je crois que c'était ceux de l'export. Enfin, dans le bouquin. C'est possible, oui, c'est possible. Ouais. Je me suis posé la question, est-ce que c'était une option qui avait été montée, mais celles que j'ai vues en TSE en France, je les avais pas forcément. Ouais, tu avais des jantes alu qui n'étaient pas les mêmes. Enfin bon, oui, après le détail des versions et des pays. Cette voiture-là, en 82, je crois qu'ils en ont vendu 150 000 en France. En neuf. C'est colossal. Mais on va en parler justement de son marché aux États-Unis. Tout à fait. Mais on va aller faire notre petit tour. Et puis j'invite, si vous voulez voir les versions américaines, notamment les Renault 9 Alliance, à la fin de la vidéo, on vous mettra un extrait du reportage qu'on avait fait à la collection Renault, où on voyait les gammes américaines. Les voyants du dessus, aussi les voitures de l'époque, plus il y avait tout à fait. Tu vois, si je mets le frein à main, tu l'as ici. Voilà, mais le clignotant. Le clignotant, tu as les flèches qui bougent un petit peu au milieu. Tu as les phares qui apparaissent, effectivement les warnings aussi. Alors les autres, il vaut mieux pas qu'ils s'allument, huile, etc. Mais oui, ça commençait effectivement à faire un bel alignement de... Mais c'était déjà un tableau de bord très complet. Très complet, effectivement. Voilà. Là, le fait d'avoir un petit cendrier, un petit... voilà. Tu avais quand même, ça aussi, qu'est-ce qu'on a eu, ces petits allumes-cigares Renault.
Radio Philips d'époque aussi. Ça, ouais, tu l'as rajouté ou... Elle était déjà, quand je l'ai achetée, je pense qu'elle était même livrée d'origine, vraisemblablement. Ah, là, il y a une Laguna qui veut prendre. Il y a une Laguna qui veut prendre ta place. Il veut prendre la vedette. Je vais attendre. Ça va se faire. Voilà. Il est fort, Julien. Merci, Julien. Merci, Julien. Ouais. Je lisais aussi le fait d'avoir 5 vitesses, 4 roues indépendantes. Et ça aussi, c'était moderne pour l'époque. Ah ben, je pense que ça l'était, effectivement. Et puis même à tout point de vue, à part le moteur en lui-même, qui, pour le coup, avait quand même son âge tout en restant dans le coup, elle était moderne, que ce soit la ligne, comme on l'a dit, que ce soit le châssis ou les équipements. Donc c'est vrai qu'on s'en rend moins compte 45 ans plus tard, mais elle n'avait pas du tout à rougir. Toi et moi, finalement, en préparant à l'émission, on a quand même été assez bluffés sur... Elle a eu une carrière à l'international, mais pareil, en fait gigantesque. Dont on ne se rendrait pas forcément compte ouais. Vue de France. Hein, raconte, ouais. À Vue de France, la R11 l'a éclipsée, mais à l'international, donc la R9, c'est 3 200 000 exemplaires. Elle a été produite en Amérique du Sud, que ce soit Argentine, Colombie, beaucoup. Elle a eu une très longue carrière en Turquie jusqu'en 2000. Il y avait même eu un restylage très tardif en 97 où elle s'est appelée Renault Broadway. Il n'y a que des versions Renault américains, ce qui permet de faire le lien avec la fameuse carrière américaine, 83, 87 à peu près. Production dans le Wisconsin, à Kenosha, puisque Renault avait, en 79, si je ne me trompe pas, racheté ou en tout cas fait un accord commercial important avec American Motors et fait produire des Renault dans l'usine American Motors du Wisconsin, dont la R9 qui est devenue Alliance, donc en 4 portes, telle qu'on la connaît ici, et 3 portes et 5 portes sous le nom de Encore. Et cabriolet. Et cabriolet, effectivement, alors plutôt en milieu de carrière me semble-t-il, alors très peu, 10 000 exemplaires, pas plus. Ah mais quel super collector mais du jour, effectivement, c'est celle qui a été parfois reprise, réimportée d'Amérique par des Européens qui ont tout de suite flairé la rareté. Et il y a eu quelques versions exotiques en 2 portes GTA. Alors version un peu plus sportive avec 95 chevaux, 1 2 litres et un petit kit de carrosserie, un peu comme les R11 Turbo Zender pour ceux qui voient. Et puis lui mettait le volant de la GT Turbo. Enfin, C'était un peu de l'esbrouf, mais ça a aidé un petit peu à faire une voiture image, quoi. Et même quand elle s'est arrêtée en France, elle a continué. Elle a continué. Elle a été vendue en France. Alors je crois jusqu'en 89. En 88, la R19 a remplacé la R11 et la R9 a dû continuer jusqu'en 89 pour être remplacée par la R19 Chamad. Mais effectivement, les autres pays que je t'ai cités tout à l'heure, Argentine, Colombie, Turquie et même Taïwan, l'ont produite jusqu'au milieu des années 90, voire jusqu'à l'an 2000. D'où les 3 millions d'exemplaires au total. C'est quand même colossal pour une voiture qui aujourd'hui, en France, est devenue complètement rarissime. Oui, mais c'est ça qui est fou. Alors, tu me disais, moi, maintenant, c'est une histoire de patrimoine. Mais tout à fait. Alors, moi, je me dis que c'est comme toutes les voitures, finalement, 3 millions d'exemplaires. Tu as eu des ouvriers qui ont bossé dessus, tu as eu des ingénieurs, tu as eu designers, les gens qui ont bossé sur l'intérieur, les patrons qui ont pris les décisions. Donc tout ça, finalement, c'est une histoire industrielle, quoi. Française d'ailleurs, hein, puisqu'elles étaient toutes fabriquées à Douai pour le marché français. Donc c'est aussi une manière de garder une trace du travail de tous ces gens-là à l'époque qui... Mais Maxime, je peux te demander ce que tu fais dans la vie, parce que c'est presque en t'entendant, soit je me dis t'es designer industriel, non, rien à soit voir, t'es antiquaire. Rien à voir. Non, non. Moi je suis fonctionnaire éducation nationale, pas enseignant, mais volet administration. Prof d'histoire alors, non? Ça aurait pu, non, je suis dans l'administration. J'ai des questions difficiles pour toi. Je t'en prie. Je te dis, je l'échange ta R9 contre une Renault 11 TXE, dernière série avec l'ordinateur de bord de Renault et tout. Tu switches ou... Alors c'est tentant parce que ordinateur de bord, mais je pense que tu vas avoir plus de gens qui vont aller chercher à préserver la R11 parce que TXE, parce que électronique, etc. La R9 va rester sur le carreau, donc du coup, que va-t-elle devenir? Donc je garde la R9. On vient de sauver une auto, tu sais. C'est trop bien. On va juste revenir sur ce livre. Alors, c'est plus les éditions ETAI, je crois que maintenant ça s'appelle Sophia Édition. J'aime beaucoup cette collection, mais je vais mettre quelques images, mais tu vois là, on voit il y avait beaucoup de séries spéciales. Très clairement. Cette époque, tu vois, là, ça c'est la Louisiane.
tu vois, bicolore. Il y avait, avec peu de choses, les fameuses Zender. Bon. Et alors, le truc que je t'ai montré, mais juste que je voudrais montrer à Julien, le dessin qui n'a pas été retenu du tableau de bord quand ils ont travaillé sur la version électronique de la 11, en 84, ils avaient imaginé, regarde Julien, un écran où il y avait déjà un écran central. Je trouve ça génial. Avec Google Maps. Voilà, de retrouver, Google Maps 81, édition 1.1. Voilà, donc, écoute Maxime, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi Renaud, merci Julien également. Je te dis, si tu souhaites nous retrouver, il y aura un rassemblement POA. J'allais t'en parler. Le dimanche 28 juin au domaine de Chaly. D'accord. Il y a un lien cliquable, parce qu'il faut s'inscrire, c'est un domaine privé, il y a une entrée, c'est 10 € par personne, mais c'est un parc de 13 hectares, il y aura beaucoup de choses toute la journée. Donc tu es le bienvenu avec d'autres, s'il y a d'autres passionnés de Renault 9, de Renault 11. Voilà, donc merci. Il y a des chances que j'en sois. Merci voilà, Renaud. C'est super. Et puis merci à notre sponsor Wash. Je vous invite à télécharger l'application, elle est vachement bien foutue. Vous aurez toutes les stations de lavage les plus proches de chez vous. Vous avez une offre qui est réservée sur votre premier crédit avec le code POA. Et puis voilà, si vous voulez nous présenter votre voiture, vous nous écrivez à Petite Observation Automobile, tout attaché avec des s, @gmail.com. On garde tout, vous envoyez quelques photos, une description. On gardera tout, ça ne veut pas dire que vous passerez, mais si elle retient notre attention, on vous appellera, puis vient nous retrouver ici à Asnières. Voilà, à bientôt. Ciao. Mais contextualisons, dans les années 80, oui. Renault part aux États-Unis en disant oui. on va vendre sur le marché. Exactement. Et puis c'est pas la première fois que Renault va tenter de s'imposer sur le marché américain. Il y aura une première tentative avec les 4 chevaux et Dauphine. Plus tard, avec la Renault 5, le Car, la Fuego, il y avait une R16 américaine, une R30 américaine. Bon, ça c'est resté quand même, à part là le Car qui a quand même fait un petit volume, c'est resté assez confidentiel. Et c'était vraiment la marque Renault en tant que telle. Dans les années 80, Renault va tenter de revenir une troisième fois. Pourquoi? Parce qu'on va avoir l'héritage des chocs pétroliers des années 70, où le marché américain, qui était de la grosse berline avec des énormes moteurs, va commencer à s'essouffler et va laisser de la place à ce qu'on peut appeler aujourd'hui le segment C sur le marché, pour des voitures plus compactes, plus petites. Ça, c'est vrai qu'elles sont un petit peu plus connues pour les fans automobiles, parce qu'on voit notamment l'Alliance Cabriolet, mais voilà, le fer de lance, au départ, c'était la R9 qu'ils ont appelée Alliance. Exactement. Et alors là, on t'a sorti non pas une, non pas deux, mais alors un trio avec 3 versions différentes, avec des carrosseries spéciales, comme la version cabriolet qui n'a pas existé en Europe. Et alors, on ne l'a pas là, mais il y a aussi une version coupée, c'est-à-dire une Renault 9 2 portes, qui a également existé.